Aussi populaire qu'Harry Potter ou Twilight, Hunger Games, c'est 3 livres vendus à 100 millions d'exemplaires. Une adaptation ciné à 2 milliards au box-office, hyper fidèle au bouquin en plus. Logique, l'autrice a bossé sur le script. On a même un 5e film qui sort cette année sur les origines de l'univers. Mais il y a quand même plein de trucs qui manquent. Des scènes hyper brutales, une héroïne beaucoup plus complexe, un pan entier de l'univers oublié. Alors voici les différences entre les films et les livres Hunger Games. Les livres sont beaucoup plus violents. On compare souvent Hunger Games avec Battle Royale. Des adolescents s'affrontent à mort dans un jeu télévisé, on reproche à Hunger Games d'être beaucoup moins brutal, beaucoup plus gentillé. Pourtant, les films ont énormément édulcoré la violence originale. C'est quand même 24 enfants qui s'entretuent dans une arène pour être le dernier survivant. À la fin du premier, les méchants lâchent des gros chiens sur les héros pour les achever. Mais dans les livres, c'est pas juste des chiens, ce sont des corps génétiquement modifiés des précédents enfants morts. On a une description glaçante de leurs yeux qui ont l'air humains. Donc en plus d'assassiner des ados, on profane leur corps pour faire des expériences, une pure scène d'horreur psychologique. Les mutations génétiques et les mutations corporelles, c'est un vrai délire dans l'univers d'Hunger Games. On se souvient des égouts dans le dernier film où des monstres attaquent les héros. Mais il y a aussi le symbole de la saga, le Gémoqueur, c'est même pas un oiseau qui existe, une pure expérience génétique. Autre exemple bien vénère, les Avox, ces prisonniers à qui on coupe la langue et qu'on réduit en esclavage. Quasi absent des films, c'est pourtant des symboles de la cruauté du Capitole, les grands méchants. On a aussi les morts de certains persos qui sont bien plus violentes dans les romans. À la fin du tome 1, Cato, le dernier adversaire des héros, tombe au milieu de la meute de chiens hybrides qui le déchiquent. Dans le film, Katniss l'achève direct d'une flèche, mais dans les livres, elle laisse passer toute la nuit à l'entendre hurler de douleur avant d'abréger ses souffrances. L'angoisse. Une autre adolescente se fait exploser le crâne alors qu'on l'assomme gentiment dans le film. On a aussi des persos qui ont été torturés à mort ou exécutés en direct à la télé. Alors c'est pas le cas dans les films pour une simple raison, la limite d'âge. 18. Le public cible ça reste des ados, alors ce serait bête d'avoir une restriction. Mais il y a un changement qui n'a pas du tout plu aux fans, et c'est l'état physique de Peeta. Dans l'arène, il est blessé à la jambe. Dans les films, il est sauvé grâce à une pommade et rien de grave, mais dans les livres, ses blessures empirent pendant les jeux. À la fin, on lui ampute la jambe et il se retrouve avec une prothèse tout le reste de la saga. Ça paraît rien, mais ça montre les séquelles que laissent les Hunger Games sur ses gagnants. Et justement, les films vous ont épargné encore pire. Les Hunger Games que vous n'avez jamais vus. Les films racontent les 74e et 75e Hunger Games, mais les livres en montrent un autre, le 50e auquel a participé Haymitch, le mentor des héros. Quand on le rencontre pour la première fois, il ne prend pas très au sérieux la survie des adolescents. Quand Peeta essaie de lui prendre son verre, il le frappe. Ouais, comme ça il le pousse pas juste gentiment comme dans les films, non, il le tabasse. Katniss réplique et là, il reconnaît leur potentiel de survie. D'un coup, il se révèle compétent, il sait manipuler, il connaît les rouages des jeux et les tire à son avantage, allant même jusqu'à s'allier avec la rébellion. Mais c'est aussi un personnage complexe, alcoolique, rustre et violent. Ok, c'est un mentor, mais il a rien à voir avec Yoda ou Dumbledore. Son passé, on nous le révèle dans les livres avec les 50e Hunger Games. Comme ceux du deuxième film, c'est des jeux un peu spéciaux, le nombre de concurrents a été doublé. Haymitch est tiré avec 3 autres enfants, dont Macy Lee Donner. Il attire la sympathie du Capitole et pendant son interview, il dit que ça lui fait pas peur d'affronter plein d'adversaires parce que après tout, c'est tous des idiots. Le gars est malin. Au début du jeu, presque 20 enfants meurent en cherchant à récupérer des armes et des provisions. Lui, il s'en sort avec un couteau et un sac. Plus tard, il arrive à en tuer 2 tout seul, Miley se débarrasse du 3e et les 2 décident de s'allier. Haymitch, lui, son objectif, c'est d'atteindre les limites de l'arène, délimitées par un champ de force. Il se sépare cependant de sa coéquipière pour ne pas avoir à s'entretuer si jamais c'était les 2 derniers survivants. Quelques minutes après, Haymitch retrouve son amie mourante. Une scène similaire à celle de Katniss avec la petite fille du premier film. Haymitch finit par remporter les jeux. À la fin, il se sert du champ de force pour renvoyer la hache de la dernière survivante. Le président Snow n'est pas content. Il avait pas prévu que ça soit utilisé comme ça, et Haymitch a techniquement retourné son arme contre lui. En représailles, Snow a fait assassiner toute sa famille et sa petite amie. Et là, on comprend. Haymitch adulte n'est pas juste un alcoolique qui sent mauvais. C'est un survivant qui a été broyé par son expérience dans l'arène
reine et par son deuil. Il se sent aussi coupable de la mort de tous les autres participants du District 12 année après année. C'est un personnage tragique qui montre que aux Hunger Games, personne ne gagne vraiment. Dans les films, on n'a pas cette complexité. On voit jamais le 50e Hunger Games et on connaît que très peu son histoire. Par contre, heureusement, il y a un super fan film sur internet qui en parle, allez le voir, c'est trop bien. Finalement, avec le préquel qui a été annoncé pour la fin d'année, ça serait super cool de voir plus d'histoire dans cet univers. Les films changent et oublient des personnages. Au cinéma, Jennifer Lawrence incarne Katniss et ça a été beaucoup critiqué. Déjà, elle est trop belle. Ça paraît idiot, mais le perso est décrite comme assez banal dans les livres. C'est difficile pour elle de séduire le public pour survivre, elle est plus à l'aise en combat. Mais surtout, elle est censée être plus maigre. Hunger Games, c'est les jeux de la faim, tous les ados doivent être affamés, faibles et pauvres. Alors que dans les films, ils font tout propre, tout lisse, enfin à la Hollywood quoi. Mais on a surtout reproché à Jennifer Lawrence son jeu inexpressif et boudeur. Alors qu'en vrai, c'est hyper fidèle au bouquin. C'est raconté à la première personne, Katniss cache ses émotions pour survivre, mais comme on a accès à ses pensées, on sait qu'elle n'est pas si insensible que ça. À la fin du premier film, elle s'interroge vraiment sur sa relation avec Peeta. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est juste de la manipulation? Impossible de faire pareil dans les films. Du coup, la narration a été pas mal changée. En gros, toutes les scènes qui n'incluent pas Katniss ont été inventées. Dans l'arène, Katniss est livrée à elle-même, elle ne sait pas ce qu'il se passe dehors. Or, dans les films, on a des scènes avec les commentateurs et les maîtres du jeu qui expliquent les règles, les pièges, on perd en intensité dramatique. Mais ça renforce la cruauté de cet univers puisqu'on en voit les rouages. Certains personnages peu présents dans les livres gagnent en importance. Le plus flagrant, c'est le président Snow, le méchant. Je suis méchant. Son ombre plane sur le roman, mais il a très peu de scènes. Les films, par contre, lui donnent un vrai rôle de méchant mastermind. Dans le premier, il a pas mal de scènes avec le maître du jeu. C'est lui qui planifie les scènes pour entretenir le spectacle, mais il est à peine évoqué dans les romans. Grâce à lui, on voit comment Snow manipule l'opinion publique. Dans le troisième livre, le président ordonne de bombarder le district 8 où Katniss se cache. Or, il ignore où précisément, donc il bombarde l'hôpital au pif. Mais dans le film, il sait parfaitement où elle se trouve, et il détruit l'hôpital pour envoyer un message symbolique. S'allier à Katniss, c'est mauvais pour votre santé, c'est-à-dire pour votre vie. Un vrai sadique. Il y a un truc chez lui qui était difficile à adapter, son haleine à l'odeur de sang. Ce détail est assez perturbant dans les livres. Est-ce que ce mec va jusqu'à en boire? Les films ont dû ruser pour adapter ce détail. Un verre de champagne qui se teinte de sang, scène complètement inventée mais qui renvoie subtilement au fait qu'il s'est blessé à la bouche en buvant du poison. C'est brillant, d'autant que ce détail est important pour comprendre sa mort ambiguë. On ignore s'il a été piétiné par la foule ou s'il s'est étouffé avec son propre sang en riant. À l'inverse du président, certains personnages du livre sont complètement absents des films, notamment des persos du District 12 comme Darius et Madge. Darius, c'est un pacificateur chargé de faire régner l'ordre. Il est jeune et pas vraiment méchant, il aime bien Katniss. Dans le deuxième livre, il désobéit aux ordres pour défendre Gale, l'amoureuse secret de l'héroïne. Et on lui coupe la langue pour le punir. Le président Snow en a fait le serviteur de Katniss pour la perturber émotionnellement avant les nouveaux jeux. Et Madge, c'est sa meilleure amie. Sa tante était l'alliée d'Haymitch pendant les 50e Hunger Games, elle donne l'iconique broche du Gémoqueur à Katniss au tout début de la saga, une sorte de passage de flambeau. Le District 12 est détruit à la fin du deuxième film, et en vrai, on ressent que dalle. Madge et Darius n'existent pas, donc on n'est pas triste, donc on veut pas les venger. C'est vraiment dommage. Pas mal de fans du livre regrettent leur absence, et c'est pas le seul truc qu'ils n'aiment pas. Le troisième livre est bien mieux que les deux derniers films. Comme Harry Potter, Hunger Games a décidé de se conclure sur 2 films, sauf que là où Harry Potter avait de quoi remplir 2 longs métrages, c'est pas le cas ici. Ça se sent surtout à la fin du 3e film, comme on n'a pas de grosses scènes pour le conclure, il a fallu en inventer une, le sauvetage de Peeta, retenu prisonnier et torturé. Dans les livres, c'est pas un passage si important, c'est juste la fin d'un chapitre à peine détaillé dans un paragraphe. Katniss n'est même pas présente. Du coup, on a brodé, le film suit l'équipe de sauvetage pendant tout le long, pour ne pas se faire
repérés, les gentils détournent l'attention du Capitole et passent un spot de propagande où ils révèlent certains secrets du président. Sauf que forcément ça marche pas et Katniss se retrouve à parler à Snow pour le distraire, histoire qu'elle ait quand même un truc à faire dans la dernière scène du film. Alors oui, c'est un peu tendu, on sait pas s'ils vont réussir et Snow montre encore son côté manipulateur. Il est bien au courant de la mission de sauvetage. Meilleur perso, heureusement que le préquel est sur lui. Cette scène, elle est complètement inventée et ça a pas plu à tout le monde. Le passage dans les livres, c'est surtout l'occasion d'en apprendre un peu plus sur un autre vainqueur du Hunger Games, Finnick, forcé de se prostituer par le Capitole alors qu'il n'avait que 14 ans. Dans les films, c'est mentionné, mais comme on est focus sur le sauvetage, ça passe inaperçu. Encore une fois, la violence de l'univers est édulcorée. Les fans critiquent aussi les derniers films parce qu'ils enlèvent des scènes du bouquin. Enfin, c'est quand même fou, avec 2 films, on a théoriquement largement le temps de tout mettre, mais non. La vie quotidienne du District 13 est complètement loupée. On parle pas de la répartition hyper stricte des tâches ou de l'entraînement militaire obligatoire aux enfants de 14 ans et plus. Autant d'indices sur la radicalisation de la rébellion. Katniss pourtant suit un entraînement militaire. Ouais, les films l'oublient, mais c'est qu'une adolescente, pas une soldate. Dans le 4e opus, c'est pas logique de l'envoyer sur le terrain sans la préparer. Normalement, elle passe même un test pour prouver qu'elle est prête à suivre les ordres de ses supérieurs. Dans le film, non, pas d'entraînement, elle désobéit et elle part pour le Capitole tuer Snow. En gros, tout l'inverse des romans. Ben super, bonjour le développement de personnage. La fin est aussi incomplète. Si le film fait croire à une happy end où Katniss semble heureuse avec Peeta et ses enfants, le livre est plus ambigu. La narration laisse entendre qu'elle ne s'est jamais vraiment remise des Hunger Games et de la guerre, elle aurait même accepté d'avoir des enfants juste pour faire plaisir à Peeta. Encore un truc inadaptable au cinéma. Après, la fin des livres est aussi très critiquée. Beaucoup la trouvent trop déprimante. Après bah ça c'est la guerre les potes, c'est normal hein, c'est pas gentil la guerre quoi. Malgré tout, Hunger Games a été un vrai phénomène. Avec une énorme fanbase, ça a lancé la mode des univers dystopiques pour adolescents. Son actrice principale est devenue une véritable star avec des rôles dans X-Men et Don't Look Up. Pourtant, comparé à nos précédentes vidéos sur Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, cette fois on a eu plus de mal à trouver des vraies différences. Les autres sagas sont plus longues et plus denses, et en comparaison, Hunger Games est assez fidèle. Même le fait que les films ont lissé ou adouci le côté sombre de la saga, genre la violence, les rouages du régime totalitaire, et ben c'est pas vraiment une surprise. C'est une tendance dans les adaptations de romans pour ados. Harry Potter et Percy Jackson ont eux aussi été bien censurés. La faute à des producteurs frileux qui voulaient avant tout garder le film tout public, ou peut-être justement une décision d'ouvrir le film au plus grand nombre, c'est ce qui a fait leur succès. Enfin, oui, sauf Percy Jackson parce que vraiment c'est pas possible ça. Mais du coup, ça reste un peu dommage. On dénigre Hunger Games pour son aspect gentillet et son triangle amoureux, alors que en vrai, bah c'est une œuvre bien plus riche. Maintenant, l'univers de Hunger Games est connu, on le sait ce que c'est, on l'adore, c'est peut-être le moment de commencer à raconter des histoires plus complexes avec lui. C'est pour ça que j'espère que le préquel qui raconte l'arrivée de Snow au pouvoir va enfin rendre toute la force et la richesse qui fait le sel de la saga. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Dites-nous en commentaire quelle autre adaptation de film vous voulez qu'on parle pour une prochaine vidéo. C'était Théromique et Elnox. À la prochaine!